Madame la Présidente, chères personnes présentes, et je dois dire beaucoup de mes amis sont là, merci d'être venus. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous la vision du Parti Istiqlal pour les 5 prochaines années et qui constitue pour nous une période très importante pour le pays, parce que le Maroc est à un carrefour et il est très important qu'on puisse aller de l'avant pour pouvoir réaliser en fait ce que nous aspirons tous, à savoir un Maroc prospère, un Maroc performant et un Maroc équitable. Alors, en fait, pourquoi, la première question qui se pose, pourquoi aujourd'hui nous avons besoin de cette nouvelle vision et pourquoi cette nouvelle vision s'impose? Il est vrai que, en dehors de ce qu'a dit Mme Farida à juste titre, nous sommes dans une période, je dirais, préélectorale et c'est vrai que ces élections constituent véritablement un tournant important puisque pour la première fois, il y aura le renouvellement de toutes les instances politiques élues du pays, qu'il s'agisse des élections communales, des élections régionales, des élections législatives, mais également les élections au niveau des chambres et des représentants des salariés. Et donc, on est dans une phase de renouvellement total. Mais à côté de ça, ce qui est important, c'est aussi de noter que dans ce cadre-là, nous sommes aussi dans une situation où le Maroc a connu, à l'instar de nombreux pays, une crise économique et sociale sans précédent. Cela s'est traduit évidemment par une récession forte l'année dernière, qui ne sera pas rattrapée cette année. Et le Maroc va faire un niveau de croissance autour de 5 et quelques % cette année grâce à une très bonne pluviométrie et une bonne campagne agricole. Mais il n'en demeure pas moins qu'on reste en deçà du niveau de croissance moyen au niveau mondial qui est de 6 %. Et on reste en deçà évidemment du niveau de croissance que nous avons, enfin de la récession que nous avons connue l'année dernière. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est surtout la détérioration des déficits finalement jumeaux, qu'il s'agisse du déficit de la balance des paiements ou du déficit de la balance déficit budgétaire, et évidemment une hausse très importante qui était nécessaire, mais qui est là, de la dette publique et qui atteint globalement autour de 92 % du PIB. Donc on a largement en fait connu une aggravation importante de cette dette. Par ailleurs, nous sommes revenus, et il faut le dire, à un niveau de chômage des années 90, avec un taux de chômage qui est autour de 12,5 % et un nombre de chômeurs qui est d'1,5 million de chômeurs. Et ce qui est important de noter, c'est que l'essentiel de ces chômeurs nouveaux sont des personnes qui travaillaient déjà. Donc plus de 80 % sont des personnes qui travaillaient. Et ça, c'est beaucoup plus grave parce que ce sont des personnes qui avaient leur emploi, qui avaient leur salaire, qui avaient leur logement, qui pouvaient payer les frais de scolarité pour leurs enfants et qui se retrouvent aujourd'hui sans rien et sans aucune perspective d'avenir. Troisième chose aussi qui est assez grave, c'est que le Maroc, comme vous le savez, a connu un vrai effort de réduction de la pauvreté et qui s'est traduit par une baisse du taux de pauvreté de 15 % en 2004 à 4,8 % en 2014. Aujourd'hui, le taux de pauvreté a repris de nouveau en croissance avec 1 million de pauvres supplémentaires et un taux de pauvreté de 6,6 %. Et enfin, évidemment, comme vous le savez, le Covid a montré aussi la réalité du pays. Beaucoup de précarité et surtout beaucoup d'inégalités et qui ont été aggravées, comme vous avez pu le constater, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, avec le Covid. Mais en fait, ce côté révélateur je dirais, du Covid a été surtout une occasion, finalement, d'amplifier une réalité qui était déjà là. Et c'est ça, en fait, qui est malheureux et c'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il est important d'avoir un véritable changement et je reviendrai sur ce point. D'abord, il faut le dire, aujourd'hui, on est revenu à des niveaux de croissance des années 90. On en faisait du 5 % de croissance, on revient à une moyenne autour de 3,3, 3,4 %, et donc
à une croissance classique du Maroc. Et ça, c'est assez grave, parce que aujourd'hui, le Maroc a perdu en croissance potentielle. Son niveau de croissance potentielle a perdu 2 points. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement d'avoir un rythme de croissance plus élevé. Il faut retravailler structurellement pour faire en sorte à ce que notre potentiel de croissance soit plus important. Donc ça, c'est un premier phénomène important. Deuxième élément à noter, c'est que le contenu en emploi de la croissance a nettement diminué. Il a été divisé par 2. 1 point de croissance donnait 40 000 emplois. Aujourd'hui, 1 point de croissance donne 20 000 emplois. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec des perspectives, je dirais, très faibles pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, de s'insérer dans le marché du travail. Et je dois dire que les chiffres sont un peu faussés du taux de chômage. Pourquoi? Parce que le taux d'activité est en baisse chaque année. Or, la population active est en croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont en âge de travailler, mais qui ne sont pas à la recherche d'emploi, parce qu'ils savent qu'il n'y a aucune perspective d'emploi pour eux. Et c'est ce qui explique la baisse de la population active au Maroc, et ça touche essentiellement les femmes. Aujourd'hui, le taux d'activité des femmes est un des plus bas au monde. On est autour de 21% et de 18% au niveau urbain. Ça veut dire que 80% des femmes ne travaillent pas et ne sont pas à la recherche d'un emploi, et par conséquent, ne sont pas autonomes. Troisième élément à noter, dans le cadre de cette situation, je dirais, assez compliquée qui a été révélée par le Covid, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable crise de confiance. Et on l'a vu depuis 2-3 années, le rythme d'augmentation des investissements a nettement reculé. Et on se retrouve avec un élément aussi grave, c'est que le taux de rentabilité des investissements a baissé. L'ICOR a été diminué de moitié entre la période 2000 et 2010 et la période 2010-2020. Et ce qui montre véritablement, je dirais, et ce qui peut expliquer aussi ce frein de l'investissement que nous avons constaté. Sans parler, vous le savez, vous êtes des opérateurs, que le tissu entrepreneurial au Maroc est très fragile. Un niveau de surendettement très élevé, une sous-capitalisation très forte pour l'essentiel des petites et moyennes entreprises, des besoins de fonds de roulement importants dus à la problématique des délais de paiement qui restent posés malgré toutes les mesures qui ont été prises, et surtout, ce qui est assez marquant, le niveau, je dirais, de créances interentreprises qui est très élevé au Maroc, qui est de l'ordre de 495 milliards de dirhams, et qui fait véritablement qu'il y a le problème des délais de paiement avec l'État, mais qui a été relativement diminué, mais il y a aussi le problème des délais de paiement entre entreprises. Et ce qui montre qu'on est dans une logique systémique. C'est ça la gravité de la situation. Que si de gros tombent, beaucoup vont tomber avec. Et mon ami connaît particulièrement la situation dans le domaine avec l'ONE et tous les problèmes que cela a généré. Troisième point que je voulais mettre l'accent dessus, ou quatrième point sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est la problématique des finances publiques. Alors, il faut dire que si les finances publiques, avant évidemment le Covid, étaient relativement maîtrisées, c'est imputable essentiellement à des recettes exceptionnelles. D'abord, les dons des pays du Golfe, qui ont duré, je dirais, jusqu'en 2018, c'est quand même 5 milliards de dollars. Deuxièmement, la privatisation, qui n'est pas une opération qu'on peut reconduire chaque année. Et troisièmement, il y a eu aussi les amnisties, donc qui finissent cette année, et puis le redressement fiscal exceptionnel, et pour ne pas parler d'acharnement fiscal, où nous avons triplé les redressements en termes je dirais, d'introduction au niveau du budget. On est passé d'une moyenne de 7 à 10 milliards de dirhams à 20 milliards, 17 milliards, 18 milliards de dirhams par an, ce qui est quand même énorme. Et puis, sans parler évidemment, parmi les problèmes structurels, c'est les inégalités sociales et territoriales, et notamment au niveau
au niveau du monde rural. Alors, étant donné cette situation, il faut aussi dire que nous sommes dans une perspective qui est aussi inquiétante. D'abord parce qu'il n'y a pas de visibilité, comme vous le savez, parmi les risques majeurs à gérer. La situation, elle est maîtrisée aujourd'hui au niveau sanitaire, mais personne ne peut nous dire demain quand est-ce que ça finira. Est-ce que de nouveaux variants vont apparaître? Est-ce que ces variants vont se propager à nouveau, etc. Sur le plan international économique aussi, il y a de nouvelles sources d'inquiétude. La montée du protectionnisme, qui avait démarré avant, mais maintenant qui se renforce avec cette logique du souverainisme qui est beaucoup plus important. Et surtout, cette mise en place de nouvelles normes de protection et de nouvelles normes de précaution sanitaires, mais aussi environnementales, avec le New Green Deal européen, etc., et qui va avoir des effets majeurs sur notre tissu productif pour qu'il puisse véritablement continuer à exporter. Nous avons aussi, il faut le dire, des moteurs importants de croissance qui sont en panne ou qui sont en difficulté. C'est le cas du tourisme, c'est le cas également de l'aéronautique, c'est le cas du transport, c'est le cas, ça a été le cas pendant un certain temps de l'automobile, et aussi la crise de certains secteurs de fort gisement d'emplois, tels que l'immobilier, le commerce et l'artisanat. Et puis, parmi les risques majeurs qu'il faudra gérer, eh bien, c'est tout ce qui a trait aux mouvements sociaux liés à cette situation de crise. On l'a vu à Afnedak et on l'a vu aussi dans d'autres zones, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer comme un risque donc à prendre en compte. D'où l'intérêt véritablement de nous inscrire dans une nouvelle dynamique rapidement. Alors aujourd'hui, en fait, la vision qu'on voulait partager avec vous se base sur un certain nombre d'éléments importants. D'abord, je voudrais parler du nouveau modèle de développement. Je salue ces Fikret ici présents parmi nous pour l'excellent travail qui a été fait par la Commission et surtout leur capacité d'écoute et d'intégration de nos propositions et des propositions de 10 000 personnes, c'est ça, qui ont été auditionnées, et parmi lesquels d'ailleurs les gens de la CGM, les entrepreneurs et vous-même, et les syndicats évidemment. Et je crois que l'avantage de cette, je dirais, de ce nouveau modèle de développement, c'est que, il met l'accent sur le besoin rapide du changement. Il le dit clairement, on a besoin du changement maintenant. Deuxième chose, il met l'accent aussi sur une problématique majeure, qui est celle de la confiance. Et qu'on a besoin de véritablement recouvrer la confiance et retrouver la confiance dans notre pays et dans l'avenir. Il a un avantage aussi, ce modèle, c'est de fixer un cap. Et nous avons tous besoin d'un cap clair, savoir où est-ce qu'on veut aller et quels sont les objectifs qu'on va atteindre, d'autant plus que les objectifs qui ont été proposés sont des objectifs chiffrés. À côté de ça, on a aussi une batterie d'indicateurs, de mesures, de performances qui nous permettent véritablement d'évaluer l'évolution vers ces objectifs que nous nous sommes fixés tout au long du processus. Le modèle aussi, et nous appuyons cette thèse, place le citoyen au centre de toutes les politiques publiques. Et donc considère aujourd'hui que tout doit converger vers la satisfaction des citoyens. Et c'est un changement majeur de paradigme. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique, l'essentiel c'est de faire. On fait une loi, on considère qu'on l'a fait. Mais la loi, si elle n'est pas appliquée, si elle n'a aucun impact sur le citoyen, aucun intérêt. Et donc on change complètement de logique. On passe de la logique des moyens vers une logique de résultats. Le modèle propose aussi un plan de transformation économique. Parce qu'il faut le dire, la transformation économique dans notre pays a été lente. Et nous n'arriverons pas véritablement à capitaliser tous les efforts qui ont été faits par l'État pour renforcer les infrastructures et pour véritablement en faire un effet de levier pour le développement. Aujourd'hui, nous devons passer du hardware au software. Investir sur l'humain, investir sur le capital humain, faire en sorte d'investir sur l'entreprise et sur nos capacités entrepreneuriales, investir sur notre capacité de créer de la valeur, notre capacité d'innover.
et de notre capacité de développer la recherche dans notre pays. Et il a identifié, pour ce faire, des leviers de changement qu'il propose, sans parler d'un cadre de confiance basé sur une révision ou une réingénierie institutionnelle qui s'inscrit dans le cadre des bases démocratiques et du choix démocratique qu'a fait notre pays. Et aujourd'hui, hier, nous avons tenu une réunion avec Si Shakib Moussa, Si Ahmed Chami ou Sidriss Jouto, représentants de la Commission, en tant que chef de parti politique, et parmi les partis qui sont aujourd'hui représentés au Parlement, parce que nous voulons nous inscrire dans ce fameux pacte national de développement, et nous voulons l'écrire ensemble, parce que nous considérons qu'il est important qu'on montre dans cette période critique. C'est vrai que nous sommes en période électorale. C'est vrai que certains partis se disent que ce n'est pas normal, en pleine période électorale, de montrer une cohésion et surtout d'avoir une unanimité autour d'un pacte. Mais il est important de montrer qu'on a un engagement réel, tous ensemble, pour faire en sorte à ce que ce changement se fasse, pour faire ensemble à ce qu'on puisse véritablement créer les bases d'une nouvelle dynamique. Et il faut le dire, l'effet de la Constitution et le nouveau souffle apporté par la Constitution a atteint ses limites. De la même manière que notre modèle est devenu dépassé. Et donc, on a besoin de nouveaux souffles. Saisissons tous ensemble cette occasion de ce nouveau pacte et ce nouveau modèle pour créer une nouvelle dynamique, pour recréer l'espoir et pour avancer tous sur la même voie et réaliser le changement attendu. Alors, sans parler du fait, par rapport à cette vision sur laquelle j'ai dit qu'elle se basait sur le modèle, mais elle se base aussi sur une réalité, une stabilité politique qui est là, qui est importante pour le pays, notamment dans une zone qui connaît beaucoup d'instabilité et de difficultés. Il y a une paix sociale avec l'accord de tripartite dans le cadre du dialogue social qui a été signé en 2019, donc qu'il faudra aussi capitaliser. Et puis il y a aussi un certain nombre d'opportunités qui s'offrent à notre pays et qu'il faut saisir. D'abord, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a une redistribution des cartes au niveau économique. Il y a une nouvelle division internationale du travail. Le Maroc n'a pas le droit de ne pas être in. Et donc, on a une opportunité pour le faire. Et quand je parle d'une division internationale du travail, je dis aussi des opportunités d'affaires, des opportunités de développement, avec le nearshoring, qui devient aujourd'hui une réalité. Avec la pandémie, tout le monde cherche à rapprocher, je dirais, la production des marchés. Mais je peux vous dire, et je pense qu'un certain nombre de ministres que vous connaissez vous en ont parlé, il y a beaucoup d'intérêt de la part des Coréens, de la part des Chinois, de la part, je dirais, des Japonais de venir investir au Maroc pour aller vers le marché européen et le marché africain. Les Européens qui veulent rapprocher aussi leur production de l'Asie vers l'Europe du Sud, parce qu'on est en concurrence avec l'Europe du Sud, ou le Maroc, etc. Donc il y a une véritable fenêtre d'opportunité qui s'offre à nous, qu'il faut saisir. Nous avons aussi une vraie capacité de mobiliser des IDE, parce que nous avons une base qui nous permet véritablement d'aller beaucoup plus loin que les 3 milliards de dollars que nous faisons par an, qui reste assez limité. Donc on a un potentiel important de mobilisation. Et puis nous avons aussi une capacité de mobilisation des bailleurs de fonds internationaux. Et la sortie du ministre des Finances donc à l'international a montré qu'on avait une capacité beaucoup plus importante que ce que nous avons mobilisé. Et bravo. Et je voulais saluer Simi Chaboun pour le travail qui a été fait dans ce sens. De notre nouvelle vision, en fait, que nous proposons, aujourd'hui, il faut le dire, c'est une orientation qui est internationale et on ne peut pas ne pas s'y inscrire. Je vais essayer de le présenter assez rapidement. Consolider la souveraineté nationale. Il est important aujourd'hui que nous nous inscrivions dans une logique de renforcement de la sécurité alimentaire. On ne peut pas se permettre demain, si les frontières sont fermées, si les ports sont fermés, ne pas trouver de quoi répondre aux besoins de nos concitoyens, surtout
pour des produits phares essentiels pour notre pays. La sécurité sanitaire, aujourd'hui, ça s'impose. Et donc, ça veut dire qu'on doit revoir complètement notre système de santé. D'autant plus que le souverain a lancé un chantier énorme avec la protection sociale. Ce chantier ne peut se réaliser que s'il y a véritablement un renforcement important de la santé dans notre pays et une révision de la carte sanitaire dans notre pays. La problématique de la sécurité énergétique, qui est aussi majeure, parce que, comme vous le savez, l'essentiel de notre énergie est importé. La problématique de la sécurité hydrique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes passés du stress hydrique à la pénurie hydrique. Et vous avez vu des zones importantes dans notre pays où les gens ne trouvaient pas quoi boire, alors qu'ils avaient des barrages juste à côté, tout simplement parce que les canalisations n'avaient pas été faites. Nous avons aussi le besoin de préserver notre souveraineté économique. Pas ce niveau d'endettement, mais si on continue sur cette voie, il arrivera un moment où le FMI va venir nous imposer, je dirais, sa thérapie et qui ne risque pas d'être en phase avec les objectifs arrêtés par le modèle. Quand je parle de consolider la souveraineté nationale, je veux parler aussi d'un point qui tient particulièrement au cœur, qui est dans l'ADN du Parti Istiqlal, qui est le patriotisme. Et cette fois, je veux parler du patriotisme économique. Nous considérons aujourd'hui qu'il faut absolument généraliser la préférence nationale à tous les départements ministériels et aux entreprises publiques, et voire même inciter les grandes entreprises privées à l'intégrer dans leur raisonnement. Et quand je parle de patriotisme économique, et je parle surtout de préférence nationale, là aussi il faut clarifier cette préférence nationale parce qu'elle est importante, ça rentre dans le cadre de la vision qu'on s'est fixée. Aujourd'hui, pour nous, considérons que, évidemment, le capital est marocain, mais il peut être aussi étranger dès lors qu'il crée suffisamment d'emplois au Maroc. Dès lors qu'il crée des emplois directs et indirects importants. Dès lors que le contenu en importation de sa production est faible. Ça veut dire dès lors qu'on a un taux de valeur ajoutée important. Et donc pour aller dans la logique de l'intégration nationale. Et puis, évidemment, dès lors qu'il y a moins de sorties de devises. Donc pour nous, c'est ça qu'il faudrait encourager dans le cadre des marchés publics et dans le cadre des marchés au niveau des entreprises publiques. Alors évidemment, à côté de ça, encourager et inciter à l'import-substitution. Il y a un gros travail qui a été fait par Moulay Hafid Alami dans ce sens, qui a démarré, qui a montré que c'était faisable. Donc aujourd'hui, il faut arrêter. Alors là aussi, il ne faut pas aller trop loin, il faut être clair. Il faut qu'on fasse des choix aujourd'hui. Parce que l'objectif, c'est surtout de définir finalement les filières et qu'est-ce qui est important pour nous. Est-ce qu'il est important de développer la filière dans son ensemble ou il est important de soutenir plus l'amont qui peut avoir un impact sur le développement de la filière. Donc il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Et il ne s'agit pas non plus de s'inscrire dans une logique de protectionnisme. Il s'agit d'apporter bien sûr le soutien, d'apporter la protection nécessaire sur une période de temps limitée. Fixer des caps pour donner le temps, évidemment, à cette industrie de fleurir, mais ensuite d'être dans une logique concurrentielle pour qu'on reste dans le cadre de ce que nous étions fixés comme objectif dans le cadre des accords de libre-échange que nous avons signés avec un certain nombre de pays et d'organisations partenaires. Quand je parle aussi de patriotisme économique, il faut veiller à ce que la commande publique soit un véritable levier de développement pour le tissu productif national. Et là, excusez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est que quand on a une commande publique au niveau d'une région, qu'on doit favoriser aussi les entreprises de la région pour développer l'entreprise locale. Si on veut véritablement avoir une véritable régionalisation. Si on veut véritablement, toujours dans la même logique, nous devons aussi veiller à ce que l'entreprise marocaine qui a un marché de l'État, qu'elle puisse travailler avec des sous-traitants qui sont en règle et qui sont dans le formel. Et donc pousser au maximum les gens à rentrer dans le formel. Et nous comptons beaucoup sur l'entreprise pour accompagner le processus qui doit être mis en place par le gouvernement et que nous comptons mettre en place, Inch'Allah, d'intégrer en fait l'informel dans le système plus formalisé. Pourquoi c'est important aujourd'hui de le faire? Et on ne peut pas retarder. Je vais avancer sur ce que je vais dire après, mais c'est important de le dire maintenant.
Parce qu'aujourd'hui, on a une véritable fenêtre d'opportunité pour le faire. Je vous explique pourquoi. D'abord, avec les aides directes qui ont été données à toutes les personnes qui travaillent dans l'informel, on les a identifiées. On sait où est-ce qu'ils sont. On sait où est-ce qu'ils travaillent. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire on ne savait pas qu'il y avait une petite usine ou une unité de production cachée dans une maison et subir les pressions et ce que nous avons vécu dernièrement. Donc on sait où ils sont. Deuxièmement, Sa Majesté a lancé un vaste chantier, comme j'ai dit, de la généralisation de la protection sociale. Ça veut dire que tous les Marocains vont bénéficier d'une assurance maladie, vont bénéficier des allocations familiales et vont bénéficier d'une retraite. Si le secteur informel ne rentre pas aujourd'hui dans le système, il ne va jamais rentrer, puisqu'il aura tout. La carotte qu'on va donner, c'est celle-là. Quand on rentre, quand on est dans le formel, on bénéficie de ces avantages. Et quand on est dans l'informel, on n'a pas ces avantages. Si on leur donne tous ces avantages, sans qu'ils ne s'inscrivent dans une logique de formalisation et par conséquent une logique de paiement d'impôts, même si elle est limitée, etc., ben, je peux vous le dire qu'aujourd'hui, qui va payer finalement la généralisation de la protection sociale? Ben, c'est vous, c'est le secteur formel, c'est les salariés. Et ce n'est pas possible. On ne peut pas, encore une fois, nous retrouver avec une augmentation des prélèvements obligatoires qui vont devenir insupportables, notamment dans cette période de crise que nous vivons. Donc il est important qu'on ait un schéma beaucoup plus large pour pouvoir, ce qu'on dit toujours, élargir l'assiette fiscale, etc. C'est une opportunité importante pour le faire. Et quand je parle d'élargissement de l'assiette fiscale, j'y reviendrai, ben c'est aussi, je dirais, réduire une part de l'informel dans le formel, parce qu'il est là aussi, il faut le dire. Il y a aussi, quand je parle de patriotisme économique, je veux parler aussi du développement des chaînes de valeur intégrées. Donc favoriser l'intégration, je dirais, des chaînes de valeur et favoriser aussi l'intégration entrepreneuriale. Parce que le problème du Maroc aujourd'hui, et vous le savez, c'est que nous avons très peu de moyennes entreprises. Le gros des entreprises sont des PME, mais les 95% des PME que nous avons, 85% sont des entreprises de moins de 10 salariés. Et avec ça, on ne peut pas aller loin, il faut être réaliste. Donc il faut absolument créer une logique d'intégration pour pouvoir soutenir la croissance des TPE, pour qu'elle pas de petite entreprise, la petite entreprise, moyenne entreprise, et la moyenne entreprise, grande entreprise, pour qu'on ait le maillage nécessaire qui donnerait les effets d'entraînement que nous perdons en raison du fait, je dirais, de ce vide. De la même manière qu'il y a une vide au niveau des classes moyennes, nous avons une vide au niveau des moyennes entreprises. Et évidemment, développer le Made in Morocco et l'encouragement de la... D'ailleurs, c'est Fikret, en fait, je préfère Made in Morocco que Made in Maroc, parce que aujourd'hui, il est temps de nous inscrire dans l'international, et l'encouragement de la consommation des produits marocains au Maroc. Alors, le deuxième axe, en fait, c'est assurer une meilleure efficience de l'État. En fait, aujourd'hui, pour faire vite, resserrer les priorités. Il faut qu'on définisse nos priorités. On ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, cette notion de saupoudrage nous coûte très cher, parce qu'on est inefficient, on est inefficace. Il y a aussi besoin de mettre une nouvelle gouvernance qui soit basée sur l'anticipation, basée sur l'intégration, sur la coordination, sortir de la logique de silo qui est inefficace. Et moi, je considère aujourd'hui, dans cette logique du schéma institutionnel, intégrer la région doit être intégrée parce que c'est celle qui va favoriser l'intégration des politiques publiques. Puisqu'on connaît, on va partir de la réalité régionale pour définir quelle politique on voudra et faire en sorte à ce que l'action de la région, l'action des communes et l'action de l'État aillent toutes dans le même sens. Et c'est la raison pour laquelle nous plaidons pour qu'il y ait une task force régionale qui soit à côté du Wali. Le Wali ne peut pas faire et le sécuritaire, et l'économique, et le social, etc. On a besoin d'une véritable task force au niveau des régions. L'idée est bonne, c'est de la noyer de cette task force. Mais je considère qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans le territoire. Il faut aller la mettre au niveau des régions, parce que c'est là où il y a le plus de besoins. C'est là où on a besoin d'avoir un climat des affaires régional apaisé et sérieux. C'est là où nous avons besoin d'arbitrage rapide et mettre en place aussi, je dirais, un fast track pour les investissements, pour véritablement aller sur les investissements qui pèsent, qui vont créer des emplois, parce qu'on perd tous les jours
des dizaines d'investissements, tout simplement parce qu'on n'est pas assez réactif, tout simplement parce qu'on met trop de barrières, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'accompagnement. Et donc on doit complètement changer cette approche pour être avoir un véritable État qui accompagne l'investisseur, parce que l'investissement est sacré dans notre pays, et doit le devenir en tout cas. Parce que c'est ce qui va créer de l'emploi, c'est ce qui va créer de la valeur, et c'est ce qui va permettre réellement au Maroc de se développer. Et il faut évidemment redéfinir le périmètre de la sphère publique et procéder à un re-engineering du secteur public pour être beaucoup plus efficace. Il est aussi important que le e-gov soit une véritable réalité dans notre pays, pour plus de transparence et plus d'efficacité, et qu'il soit centré sur les citoyens et sur l'entreprise pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins. Et nous appelons aussi, et ça c'est un point important sur lequel je voudrais mettre l'accent dans le cadre de l'efficience de l'État, nous appelons à une révision générale des dépenses et des incitations. Pas uniquement des dépenses publiques, des dépenses et des incitations. Je veux dire les incitations fiscales, donc les dépenses fiscales, les incitations foncières, donc les dépenses foncières, mais aussi les subventions. Et Dieu seul sait que nous avons 35 milliards de dirhams de subventions annuelles. Et il faut absolument que ce régime incitatif soit mieux orienté, soit mieux ciblé, pour être beaucoup plus efficace en termes de création d'emplois, en termes de création de valeur et en termes d'intégration économique. Aujourd'hui, on a besoin, parce qu'il y a beaucoup de moyens, c'est une affaire de 100 milliards de dirhams. 100 milliards de dirhams, évidemment, en restructurant, en la ciblant plus, ça nous donnera beaucoup plus d'impact sur la situation, je dirais, économique et sociale du pays. Révision de la loi organique des finances pour aller dans une logique programme, si on veut aller vers une logique de résultat. Aujourd'hui, vous savez, nous avons des programmes uniquement au sein d'un même ministère. Mais nous ne pouvons pas avoir un programme pluridépartement. Parce que ce n'est pas permis par la loi organique des finances. Donc on doit s'ouvrir et s'inscrire dans cette logique. D'ailleurs, c'est ce que nous avions proposé. Ça n'a pas pu être fait. Maintenant, je pense qu'il est temps de le faire. Si on veut vraiment aller dans la logique des résultats et si on veut véritablement aller dans une logique d'efficacité de la dépense publique. Et évidemment, veiller à poursuivre en fait la logique du dialogue et du partage, parce qu'il faut impliquer tout le monde dans les décisions et ne pas rester dans une logique top-down. On doit changer d'approche au niveau gouvernance. Troisième axe, c'est le renforcement de la résilience sociétale du pays. Et là, en fait, il faut être très clair. Le Maroc sera amené à être confronté à plusieurs types de chocs. Nous avons eu le choc sanitaire, nous pouvons avoir d'autres chocs parce qu'avec le changement climatique, etc., et il faut mettre en place des mécanismes pour pouvoir y faire face, qu'ils soient des plans Orsec, des structures de veille, des mécanismes de stabilisation et d'ajustement s'il y a une explosion du prix, par exemple, du pétrole. Il faut qu'on puisse trouver les moyens d'y faire face pour ne pas être dans une situation où ça risque de bloquer le système. Et développer aussi une capacité à anticiper la crise par la mise en place de nouveaux modes de management pour être beaucoup plus efficace et assurer une meilleure articulation entre les différentes organisations et également les différentes institutions qui existent et qui travaillent dans le même sens. Alors, le cinquième axe porte sur la relance de l'économie nationale de manière responsable. Alors, pourquoi on parle de responsabilité? Parce que nous considérons qu'aujourd'hui, et là il faut être clair, cette crise du Covid, on a deux manières de nous préparer à la post-Covid. Il y a ceux qui considèrent aujourd'hui cette crise va passer et il faut qu'on revienne comme avant, business as usual, et on reprend le petit train-train habituel. Nous considérons qu'au contraire, aujourd'hui, il faut absolument nous inscrire dans une logique de rupture. Une rupture tranquille, certes, mais une rupture quand même. Et quand je parle de rupture, je parle du fait qu'aujourd'hui, il faut absolument faire en sorte à ce que la nouvelle relance économique doit s'inscrire dans une logique, de créer évidemment de la richesse, mais aussi une logique de réduction des inégalités sociales et une réduction des inégalités territoriales, parce qu'on a besoin de plus de cohésion pour créer la confiance, parce que la cohésion est liée à la confiance,
Et la confiance plutôt est liée à la cohésion sociale et territoriale, et pouvoir recréer cet espoir dont on a besoin. Évidemment, créer beaucoup plus d'emplois, qui est une opération très importante, et derrière, évidemment, assurer cette soutenabilité dont on a besoin pour nous inscrire avec une gestion plus rationnelle de nos ressources naturelles pour aboutir à la garantie à chaque citoyen d'une vie digne et d'une possibilité de mobilisation sociale, de mobilité sociale dans le pays. Et ce qui fait que, dans le cadre de cette relance, il faut absolument faire de l'emploi l'objectif principal de toutes les politiques publiques. Et faire en sorte à ce que tous les avantages fournis par l'État doivent aller dans cette logique. C'est la raison pour laquelle il faut sanctuariser l'entreprise qui investit, qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur, et soutenir évidemment tous les efforts qui vont dans ce sens. Et nous considérons que cela implique des écosystèmes, ça a démarré, par branche, mais en tenant compte aujourd'hui des nouvelles réalités. Aujourd'hui, il faut qu'on remette à plat tout ça. Les contrats-programmes qui ont été signés aujourd'hui ont besoin d'être remis à plat pour identifier dans quel sens on va aller. Le tourisme ne peut plus être comme avant. Aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle... Pardon. On a besoin d'une nouvelle stratégie touristique qui intègre les normes sanitaires, mais qui capitalise tout notre potentiel culturel, l'animation, etc., et écologique dont le pays jouit. Et il est aussi question aussi de remettre à plat aussi la logique de la formation. On doit passer d'une logique métier à une logique compétence, parce que la formation ne peut se faire que tout au long de la vie. Et évidemment, les fameux contrats sociaux, les fameux CSP, enfin les contrats spéciaux de formation, doivent être également remis à plat. Nous plaidons pour qu'il y ait une fondation publique-privée qui travaille dans une logique régionale, dans la gestion de ces contrats de formation, pour qu'elle puisse répondre véritablement aux besoins des entreprises et qu'ils puissent répondre aussi aux besoins d'adaptation aux évolutions rapides que connaissent les marchés. Et nous plaidons également pour un programme d'appui à l'entreprise, et notamment à la petite entreprise et la moyenne entreprise. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il faut nous inscrire dans une logique de contrat de croissance avec l'entreprise. Et l'entreprise exportatrice, il faut l'accompagner. Aujourd'hui, on a besoin de diversifier les marchés. On a besoin de diversifier la production. Et nous avons la chance d'avoir des entreprises qui ont pignon sur rue, qui marchent, qui fonctionnent, leurs produits fonctionnent. Il faut les aider à se développer, à élargir leur part de marché. Et surtout, vous le savez, le Maroc, 50% de nos exportations vers l'Union européenne se font avec la France et l'Espagne. Rien que l'Union européenne, il y a des parts très importantes. Et on ne bouge pas finalement. Globalement, on est toujours sur le même niveau de part de marché au niveau de l'Union européenne. On n'avance pas. Donc on a besoin de nous diversifier si on veut véritablement aller, sans parler évidemment de la diversification vers les autres pays avec lesquels nous avons des accords de libre-échange ou des accords stratégiques. Et je dois dire aussi, maintenant en particulier, on a besoin de donner de la visibilité. Les entreprises, beaucoup d'entreprises sont surendettées. Plusieurs entreprises n'ont pas les moyens véritablement de faire face à cette situation. Donc les entreprises solvables, il faut mettre en place un fonds et accompagner en rentrant dans le cadre, je dirais, du quasi-capital sur une période de 10 ans pour leur donner le temps de se remettre en place. Évidemment, à charge à l'entreprise d'avoir véritablement des carnets de commandes, une vision, une visibilité, une capacité de gouvernance qui lui permettrait de sortir de ça. Mais il faut être réaliste. Si on attend dans un an, ben on aura des faillites énormes. Avec quoi on va faire la relance? Avec qui on va faire la relance? Et aujourd'hui, il faut être clair. Beaucoup de grandes entreprises, oui, elles sont là, elles ont la capacité de supporter. Mais elles travaillent beaucoup avec des petites et moyennes entreprises. Et c'est leur relais de croissance. Donc si on leur coupe les ailes, comment voulez-vous que la grande entreprise continue à fonctionner? Et donc aujourd'hui, on est en train de vivre un affaissement du tissu productif national. On est en train de vivre un affaissement du tissu entrepreneurial national. Donc on a besoin de remettre de l'huile pour que la machine se remette en marche et d'éclairer et de donner une visibilité. Aujourd'hui, les opérateurs sont perdus. Et mes amis du tourisme, tous les jours, ils m'appellent pour me dire où est-ce qu'on va.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir, on ne va pas ouvrir, etc., etc. Passeport sanitaire, pas passeport sanitaire, et tous les jours, on attend, pas de visibilité. Et ce n'est pas possible. Or, on aurait dû saisir cette occasion pour donner de la visibilité, pour nous préparer, pour être prêts. Dès lors qu'il y a ouverture, qu'on puisse ouvrir et qu'on soit tout prêt. Les gens ont fait des campagnes de communication. Où est le Maroc? Nulle part. Nulle part. On n'est pas dans la carte. Et ça, c'est grave pour un pays touristique et dont le tourisme joue un rôle très important pour le pays. J'ai parlé du tourisme, mais c'est valable pour beaucoup de secteurs. Et comme vous le savez, là, je vais prendre ma carte de leader d'opposition. Il faut être clair. Toutes les stratégies sectorielles sont arrivées à leur terme cette année. Toutes. Mis à part l'agriculture, où il y a eu un renouvellement, mais qui reste dans la continuité, pas dans la logique de rupture. Mais c'est le seul département qui a donné de la visibilité pour d'ici 2030. Mais pour le reste, on n'a rien. On n'a rien sur le tourisme, on n'a rien sur l'artisanat, on n'a rien sur le commerce, on n'a rien sur le numérique, on n'a rien, sur l'énergie, etc. Toutes ces stratégies ont été mises en place au moment où nous étions au gouvernement. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on va venir, certes avec un modèle, mais sans rien. C'est le gouvernement qui va prendre la relève, va se retrouver avec rien. Il va tout refaire. Et c'est du temps. Je le sais, j'étais au gouvernement. C'est pas facile de démarrer avec rien. Excusez-moi cette parenthèse. Et évidemment, derrière tout ça, un programme d'investissement public créateur de richesse et d'emploi, surtout d'emploi aujourd'hui. Et puis aussi, qui s'inscrit dans le cadre d'ailleurs, Sa Majesté avec le fonds d'investissement stratégique, va donner en fait finalement quels sont ces nouveaux métiers vers lesquels on doit s'inscrire, notamment la santé, etc., pour moi, constitue un véritable potentiel sur lequel on doit travailler. Mais il y a aussi beaucoup d'autres secteurs importants. D'ailleurs, je félicite nos amis de la Commission pour la cartographie des potentialités du Maroc au niveau des ressources naturelles et au niveau des ressources immatérielles, et qui donne véritablement un aéropage de secteurs et de branches sur lesquels on peut nous appuyer pour aller de l'avant. Mais on doit choisir, on doit définir, on doit y aller. Et l'État doit accompagner finalement cette dynamique et pourquoi pas co-investir dans le cadre du partenariat public-privé avec le secteur privé pour pouvoir, je dirais, porter ce changement et porter cette transformation structurelle. Je crois que j'ai été un peu long, donc je vais essayer de... D'accord. Alors, le sixième axe, c'est sortir de l'économie de rente et de la culture des privilèges. Et là, pour être très clair, il est important de garantir la primauté de la règle de droit. Et pour pouvoir avoir cette confiance, il faut que la loi s'applique à tout le monde. Mais d'abord, il faut que la loi soit claire, elle soit lisible. Or, aujourd'hui, nous avons des lois hyper complexes. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que le citoyen, l'entreprise marocaine sont des tricheurs. Excusez-moi de le dire. Résultat des courses, les lois sont basées sur la marge. On fait tout pour verrouiller, de telle sorte qu'elle devient inapplicable. Et on se retrouve dans les faits avec des normes informelles qui s'appliquent et qui dépendent, qui évoluent au gré du client, de la personne, etc. Et c'est ce qui fait qu'on est dans cette situation d'instabilité. Nous avons tous une épée Damoclès sur nos têtes. C'est une réalité. Je veux dire, on est tous en liberté surveillée. Parce qu'à n'importe quel moment, qu'on le veuille ou pas, à n'importe quel moment, on peut considérer qu'on n'a pas appliqué la loi. À n'importe quel moment. Parce que c'est une question d'interprétation. Le pouvoir discrétionnaire de l'administration est énorme. Et vous l'avez tous vécu au niveau de la fiscalité, vous l'avez tous vécu dans différents domaines. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, mettons de la clarté, mettons de la transparence, clarifions les choses et changeons de paradigme. C'est pour ça que je parle de rupture. Changeons de paradigme de telle sorte à faire confiance. Comment voulez-vous que les citoyens et les entreprises fassent confiance à l'administration si l'administration ne leur fait pas confiance? Partons du principe qu'on doit faire confiance, on démarre par là. Et à partir de là, vous allez voir, tout le monde va faire confiance dans le pays et dans son administration pour aller de l'avant. Deuxième point important, c'est pour cette sortie de l'économie de rente, il est très important aussi d'aller vers un choc de simplification et de transparence. Et dont le numérique constitue une des voies.
Mais il faut aussi supprimer et réduire au maximum, en tout cas, les barrières à l'entrée dans un certain nombre de secteurs. Aujourd'hui, quand on démarre ou quand on est dans une entreprise, même quand on est une entreprise qui existe, on peut se retrouver avec une incapacité d'avoir une extension, d'avoir une incapacité d'aller vers un autre secteur. Pourquoi? Parce que c'est verrouillé. Et cela pose beaucoup de problèmes parce que aujourd'hui, nous avons un réel besoin de libérer les talents. Nous avons un réel besoin de libérer les énergies. Nous avons un réel besoin de clarifier les choses. D'autant plus que, comme vous le savez, nous avons un vrai problème de poids des autorités de régulation. On ne peut pas avoir un conseil de la concurrence qui met, excusez-moi du peu, 5 ans pour voir le jour, suite à l'adoption de la nouvelle loi sur laquelle nous avions travaillé, que nous avions proposé pour lui donner beaucoup plus de pouvoir, et une fois qu'il a vu le jour, rien ne sort. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous créer la confiance quand on sait qu'on n'a plus d'arbitre, qu'on n'a personne qui décide, qu'on est dans une logique, excusez-moi de le dire, de la loi de la jungle? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un des points fondamentaux par rapport au modèle, si on veut véritablement aller dans une logique de confiance, il faut que les dossiers sortent et que les décisions soient prises le plus tôt possible. Pas avant les élections, pour que ça soit très clair, je ne suis pas dans une logique de dire pour l'utiliser politiquement ou électoralement, non. Moi je dis, une fois que ces élections passent, aujourd'hui, et je suis sûr que Sergio va faire un super travail, une fois que ces élections passent, il faut absolument qu'on puisse régler tous les dossiers qui sont en suspens, mais rapidement, dans un temps record, pour recréer cette confiance. Mais on a besoin d'autorités de régulation fortes. C'est valable aussi pour l'ANRT, c'est valable pour les autres secteurs importants, pour l'énergie demain, parce qu'il y a une autorité qui vient de voir le jour, mais il est important aujourd'hui de libérer, de donner la possibilité aux gens de produire pour soi-même, aux entreprises de produire pour soi-même, de pouvoir vendre à l'ONE, etc. Et il faut créer un marché concurrentiel dans le domaine de l'énergie. C'est le moment de le faire. Mais s'il n'y a pas d'autorité réelle qui joue son rôle pleinement, excusez-moi de le dire, mais on va rester dans ces logiques d'oligopole, d'abus de position dominante, etc., que nous connaissons malheureusement et que vous connaissez tous, sans parler du fait que nous avons besoin aussi d'une véritable loi. Nous avons fait une proposition de loi dans ce sens, de lutte contre les conflits d'intérêts. Aujourd'hui, les conflits d'intérêts sont légion dans notre pays. Et des fois, sans le savoir, les gens ne se rendent même pas compte qu'il y a conflit d'intérêts. Tout simplement parce que ce n'est pas clair. Donc on a besoin de clarifier qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts et quand est-ce en fait il y a conflit d'intérêts et sanctionner quand il y a conflit d'intérêts de manière forte. Sans parler bien sûr du travail, et avec notre ami Béchir Rajdi, je suis sûr qu'on va aller de l'avant avec la nouvelle agence de lutte contre la corruption. Là aussi évidemment la corruption, mais là je reviens à dire, doit bien sûr être combattue de manière assez forte. Septième axe, c'est poursuivre la transition écologique. Là, évidemment, il y a tout le plan de développement des énergies renouvelables, mais il faut aussi qu'on puisse faire des choix, l'hydrogène, le gaz. Il faut savoir vers quoi on veut aller et nous orienter et définir, parce que ça implique toute une logique. Parce qu'on ne peut pas faire des choix, on ne peut pas, je dirais, vouloir tout faire. Et on doit aussi préparer les opérateurs économiques pour que les Marocains puissent véritablement porter ces choix et aller de l'avant. Il y a évidemment tout ce qui a trait à l'eau, et j'ai parlé de la stratégie hydrique et le besoin de développer la stratégie de l'eau. Nous avons des engagements que nous avons pris en matière de changement climatique et également tout ce qui a trait au développement durable dans notre pays. La transition numérique constitue aussi un axe très important. Et pour ce faire, il faut évidemment garantir les prérequis institutionnels, les ressources humaines, les télécommunications nécessaires. Il faut le dire, hein, il faut développer et déployer le haut débit. Nous avons des déserts numériques dans notre pays. Malheureusement, on l'a vécu dans le domaine de l'éducation, où sur les 8 millions d'enfants, uniquement, je dirais, 900 000 ont pu suivre les cours à distance. Donc, pour vous dire la situation où nous sommes, pour des raisons d'équipement, pour des raisons aussi d'Internet tout court. Et par conséquent, il faut lutter contre la fracture numérique avec un programme d'alphabétisation numérique, avec un programme d'accompagnement des entreprises pour se numériser et aller de l'avant, mais et surtout un programme de digitalisation des territoires
qui constitue véritablement la clé de voûte donc, du développement. Mettre en place des maisons de services publics, notamment dans les zones les plus reculées, et développer tout ce qui est télémédecine, télétravail, etc., qui constituent aussi des éléments importants, et le e-learning et le e-commerce également, donc qui doivent être, et tout ça pour aller vers cet écosystème digital centré sur le citoyen. Il y a lieu également de consolider la cohésion sociale dans notre pays. Comme j'ai dit, la généralisation de la protection sociale lancée par le souverain constitue un chantier énorme, très important. La question, je vous le dis, vous êtes des opérateurs, la question, à qui va profiter ce chantier? Je vous dis, aux entreprises de l'industrie pharmaceutique internationale. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt. On ne nous a pas préparés, on ne nous a pas mis dans le cadre de ce chantier. On va avoir 22 millions de personnes qui vont bénéficier de l'assurance maladie d'ici, supplémentaire, qui vont bénéficier de l'assurance maladie d'ici 2022. On va avoir 11 millions de personnes qui avaient le RAMED, qui vont basculer à la CNSS, donc qui vont avoir un panier de soins plus important. Comment on va répondre à leurs besoins en termes de médicaments, en termes de soins de santé? L'international. Et donc, on est déjà à un niveau de 52% de couverture de nos besoins au niveau national, alors qu'on était à 80%. Là, on va descendre à 35%, voire moins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette vision, parce qu'on n'a pas un gouvernement qui réfléchit, et qui réfléchit de manière globale, et qui voit véritablement la logique écosystème. Qui va réellement et comment bénéficier et comment faire en sorte à ce que cette réforme importante puisse profiter aux Marocains et aux opérateurs marocains. C'est ça, en fait, la question majeure dans laquelle on doit s'inscrire. Il y a bien sûr un dossier qui me tient particulièrement à cœur, que vous connaissez, c'est le renforcement de la classe moyenne. Aujourd'hui, si on veut parler de la cohésion sociale, il est important d'élargir la classe moyenne, mais surtout de la consolider. Et quand je parle d'élargir la classe moyenne, la consolider, c'est agir sur son pouvoir d'achat. Ça veut dire aussi agir sur les services publics pour améliorer leur qualité, qui sont gratuits, pour leur permettre véritablement d'accéder à ces services au moindre coût. Aujourd'hui, avec la protection, enfin l'assurance maladie, les citoyens déboursent 50% de leurs frais de santé. Donc il y a une vraie question autour de ça, et sans parler de ceux qui n'ont rien, donc qui déboursent la totalité. Et puis, il y a aussi tout ce qui a trait aux services qui sont rendus en termes de loisirs, en termes de culture, parce que la classe moyenne, ce n'est pas uniquement des salaires, elle n'est pas non plus un revenu, c'est surtout un logement décent, c'est surtout aussi une adhésion à cette culture de la classe moyenne qui constitue véritablement un socle important pour le développement, parce que c'est ce qui renforce le marché intérieur du pays, et un socle important aussi pour la stabilité du pays, parce que c'est la base de l'évolution et du renforcement démocratique de notre pays. Il faut évidemment accompagner ça, et avec le registre social unique, ça sera faisable, par un ciblage des aides publiques, pour qu'elles puissent s'inscrire dans une logique de sortir les gens de la pauvreté. Et le but, ce n'est pas uniquement de donner une aide, parce que cette logique de ihsan, excusez-moi le terme, mais enfin c'est ça, il faut qu'on passe de la logique ihsan à la logique de soutien pour sortir les gens de la pauvreté et rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté. Et dans ce cadre-là, nous considérons qu'il est essentiel d'avoir un accompagnement des familles. On identifie les familles, on identifie les capacités des membres de la famille et on leur apporte l'activité génératrice de revenus, la formation nécessaire, et on leur donne un accompagnement jusqu'à ce qu'ils sortent de la pauvreté en fixant un délai pour que véritablement qu'on puisse avoir une classe moyenne beaucoup plus importante. Et on démultiplie les moyens de mobilité sociale à travers le sport, à travers la culture, à travers, je dirais, le numérique, etc., pour favoriser et faciliter, je dirais, donc l'accès à la classe moyenne. Il faut aussi, évidemment, travailler, c'est la base, sur l'éducation et sur la santé, qui constitue le noyau dur de toute, je dirais, évolution et de toute mobilité sociale donc à l'avenir. Enfin, nous considérons qu'il est essentiel d'institutionnaliser aussi le dialogue social et améliorer le fonctionnement du marché du travail en intégrant les nouvelles formes de marché
avec notamment une forme de travail, avec le télétravail, avec le travail partiel. Donc il faut réviser aussi le Code du travail pour intégrer ces évolutions qu'il y a au niveau du pays. Et évidemment, faire sortir cette loi sur la grève et l'adopter. Et aussi travailler sur la mise en place de mécanismes de médiation sociale. Comme vous le savez, vous êtes des opérateurs quand il y a un conflit du travail. Aujourd'hui, les autorités n'agissent plus comme ils agissaient avant, ne sont plus aussi réactives. Donc on a besoin de mettre en place des mécanismes beaucoup plus performants qui intègrent bien sûr l'inspecteur du travail, qui intègrent le dialogue aussi à l'intérieur de l'entreprise et qui nous inscrit dans une logique je dirais, de médiation pour réduire au maximum les conflits donc, du travail. Alors, pour conclure, je voudrais dire que la crise du Covid, finalement, a mis en exergue nos fragilités. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important, on a une occasion unique avec le nouveau modèle, de véritablement apporter les idées qui rassemblent et ne pas chercher à préserver les intérêts de tel ou tel, mais penser globalement aux citoyens, aux différents opérateurs économiques qui souffrent aujourd'hui, qui sont inquiets et qui ne se projettent pas dans l'avenir. Nous avons une réelle opportunité historique de façonner le Maroc nouveau et performant que nous voulons. Cette société plus égalitaire est l'occasion réellement de rompre avec plusieurs pratiques qui entravent l'avènement d'une société juste et équitable. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui que nous sommes à l'approche des élections, je voulais vous lancer un appel pour provoquer chez vous un réel sursaut. Nous avons besoin d'un sursaut démocratique lors de ces prochaines élections parce que c'est une opportunité unique qui s'offre à nous pour véritablement assurer ce changement, pour qu'on se remette à y croire, pour redonner l'espoir et pour travailler ensemble pour créer ce changement qui nous permettra véritablement de redonner la confiance, mais surtout d'assurer cette vie digne à tous les citoyens. Et je vous remercie.